Professeur Denis Charbit, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Nous approchons, on peut dire qu'on est déjà bien engagé dans la dernière ligne droite avant ces élections du 17 septembre, à 9 jours des élections. Et avant de parler, on va dire, des différentes formations politiques, on va parler de ce débat, cette polémique autour de ces fameuses caméras. On a du mal à suivre et comprendre exactement les avis des différents acteurs qui sont impliqués donc dans ce dossier de l'installation de caméras dans les bureaux de vote. On a l'impression qu'il y a une possibilité, effectivement, même légale, d'installer des caméras dans les bureaux de vote, mais apparemment, selon au moins le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, pas cette fois-ci, pas à condition de faire les choses dans la précipitation. Expliquez-nous quelle est la problématique de ces caméras. Alors, la problématique, je dirais, en termes constitutionnels, oui. Puisqu'il faut distinguer entre l'affaire de fond et la dimension constitutionnelle. L'affaire constitutionnelle, c'est une question de procédure, c'est une question de normes, c'est qu'un gouvernement qui n'a pas été désigné, ce qu'on appelle un gouvernement de transition. Il faut se rappeler, le gouvernement actuel est un gouvernement de transition qui est en place depuis janvier dernier, ne peut pas voter des lois qui ont un certain impact, une certaine signification, qui ne sont pas des lois ordinaires. Or, quelque chose qui vient modifier ce jour aussi crucial de l'élection n'est pas considéré comme une loi ordinaire. C'est pas non plus une loi fondamentale, on est bien d'accord, mais c'est quand même quelque chose qui a un impact direct, qui peut en avoir un impact direct sur les résultats, sur le comportement des électeurs. Et donc, dans ces conditions, il faut prendre un certain temps. On peut imaginer, c'est une hypothèse, on peut imaginer que si au lendemain de la dispersion de cette dernière Knesset, le gouvernement avait engagé un processus légal pour justement faire une loi sur ces caméras, on peut imaginer à ce moment-là qu'entre mai, juin, juillet, août et début septembre, on aurait estimé que la commission, que le Parlement a voté un texte qui peut se justifier. Parce que la deuxième dimension problématique sur le plan constitutionnel, c'est le fait que tout ceci va se faire en une semaine. Alors, il faut avoir, je vais essayer d'être très bref, mais il faut avoir une connaissance du travail législatif pour comprendre que quand on décide de quoi que ce soit, et quel que soit le sujet, eh bien, on voit comment ça se passe dans d'autres pays, comment en Europe, aux États-Unis, on assure l'absence de trafic et de corruption, etc. Voilà, on étudie, ce sont des commissions qui le font, c'est pour ça qu'il y a une première lecture, une deuxième lecture là. Et tout ceci va être, bien sûr, bâclé. C'est-à-dire qu'on va faire ça en une semaine, il n'y aura pas de travail préalable qui aura été fait. Je suis pas sûr que si on avait commencé en avril-mai, ça aurait suffi, mais au moins, il y aurait eu un vrai débat, on aurait introduit des amendements, etc. Voilà sur le fond constitutionnel, c'est ce qui explique que Avichai Mandelblit, le conseiller juridique du gouvernement, et le juge Meltzer de la commission centrale des élections ont estimé qu'il n'y a pas assez de temps, premièrement, et deuxièmement, un gouvernement de transition ne peut pas faire cela sans un travail parlementaire important, compte tenu de la gravité de l'importance en tout cas de la loi présentée. Voilà sur l'aspect, je dirais, procédurier ou l'aspect normatif. La deuxième chose, sur le plan politique, je crois, il me semble en tout cas, que le problème n'est pas d'essayer de garantir par la loi une plus grande transparence des élections, un plus grand respect, éviter effectivement qu'on modifie le vote par des moyens illégaux. Je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Personne d'ailleurs n'a contesté le fait qu'on peut effectivement légiférer sur cette question. Le problème, et en tout cas en ce qui me concerne, là c'est le citoyen qui vous parle, le problème pour moi majeur, c'est que on ne décide pas, ce qui aurait pu être le cas, même en 8 jours, que la police devra être présente, je donne la police comme exemple, devra être présente dans tous les bureaux de vote pour s'assurer qu'il n'y a pas de malversation, etc. Non, on décide que ce sont des
comment dirais-je, des militants politiques qui représentent les partis, qui sont présents dans la commission de chacune des urnes. On a décidé que ce soit. Et là, clairement, ça donne l'avantage à qui? Ça donne l'avantage au Likoud, qui est beaucoup mieux organisé comme parti politique. Et j'ajouterai également la dernière dimension qui me paraît peut-être la plus critique sur le plan politique, c'est qu'on voit bien qu'il y aura un usage sélectif de cette loi. C'est-à-dire que le Likoud va décider de les placer dans les localités arabes, là où elle pense qu'il y a eu des malversations, etc. Et là, voilà, il peut y avoir quelque chose là d'intimidant pour les électeurs. Voilà. Il faut rappeler que lors des précédentes élections, le Likoud a utilisé ces caméras, même sans qu'il y ait la moindre loi le lui permettant, et que ça n'a pas été sanctionné en fait. Ça voulait dire que c'était tout de même autorisé, et que, comme le dit Benyamin Netanyahou, vous le savez, hier il a dit il y a aujourd'hui des caméras partout. Dans la moindre épicerie, il y a des caméras. Pourquoi il n'y aurait pas de caméras dans un bureau de vote, en respectant bien entendu on va dire le caractère privé du vote lui-même derrière l'isoloir? Alors, ce que Meltzer a dit à ce sujet, c'est que, bien entendu, qu'on peut tout à fait décider de filmer le décomptage des voix. Voilà, pour s'assurer qu'on n'ajoute pas des enveloppes, etc. Concernant l'électeur qui vient se présenter... Y compris ces élections-là, hein, c'est-à-dire il avait pris des directives pour qu'il y ait une possibilité tout à fait. Il a parlé de 3000 personnes, etc. C'est ça. Non, ce qui me semble le plus critique dans cette affaire, c'est que tout le monde comprend aujourd'hui. Tout le monde comprend. Et on a vu la campagne qui s'est déroulée depuis 15 jours. Tout le monde comprend que on n'est pas là pour convaincre l'adversaire. La campagne électorale ne sert pas à convaincre l'adversaire, elle sert à resserrer les rangs. Et tout le monde comprend aujourd'hui que le jour fatidique sera le jour des élections. C'est le jour des élections qu'on va exhorter, vous entendez bien ce que je dis, qu'on va exhorter les électeurs à sortir de chez eux. On va les harceler par téléphone, etc., etc. Il va se passer quelque chose d'assez, une sorte de pression, parce que tout le monde comprend que c'est là que ça va se jouer, dans la capacité des partis politiques à les conduire en voiture, à les mener au bureau de vote, etc. Des pratiques qui existent. Mais là, elles vont être bien sûr, je dirais, renforcées, et elles risquent de créer quelque chose qui est absolument détestable dans une journée électorale. Ce sont des tensions. Écoutez, moi j'espère que les choses se passeront bien. Je ne peux pas le garantir, mais je crains que des militants d'un côté, des militants de l'autre, que ce soit des juifs ou des arabes ou des militants du Likoud et de Carole Laval, eh bien je crains que cela conduise une journée électorale qui, en général, vous le savez aussi mieux que moi, Daniel, se passe généralement très bien. Il y a ça et là quelques petits problèmes, des urnes qui n'ont pas été là, des enveloppes qui ont été déchirées, des bulletins qui n'ont pas été placés, mais des choses qui sont tout à fait mineures. Et là, on est en train de créer, et ça c'est ce que disent en tout cas les adversaires de cette loi, on est en train de créer un climat qui fait que si le résultat n'est pas celui que souhaite Benjamin Netanyahou, on contestera en disant que voilà, c'est parce qu'on n'a pas réussi, c'est parce que la justice était contre nous. Voilà, je dirais pour conclure que ce qui me paraît très problématique dans cette affaire, c'est que Benjamin Netanyahou se révèle expert dans l'art de rester dans la légalité tout en créant de nouvelles normes. Dissoudre une Knesset après qu'elle n'a même pas exercé quelques semaines, ça n'a jamais été vu. Décider de faire une loi quand on est un gouvernement de transition 8 jours avant les élections, ça ne s'est jamais vu. Cette capacité-là qu'il a de pousser à bout le système, sans, encore une fois, il respectera la légalité. S'il n'y a pas 61 députés qui votent la semaine prochaine, bien entendu que ça ne passera pas. Mais cette capacité-là, effectivement, elle plonge la démocratie dans une situation de tension extrême. Alors, je voudrais revenir non plus aux citoyens, mais à l'expert en sciences politiques que vous êtes, pour nous expliquer une situation dont on a été témoin hier, avec la réunion du Conseil des ministres, avec un conseiller juridique du gouvernement qui, et là on l'a découvert à cette occasion, quasiment ne siège plus jamais avec le gouvernement israélien en raison des tensions qui existent naturellement entre Benjamin Netanyahou et lui-même, Avichai Mendelblit, puisque c'est Avichai Mendelblit qui, dans son habit de procureur général, accuse Benjamin Netanyahou, inculpe Benjamin Netanyahou dans les affaires 1000, 2000 et 4000. Et d'un autre côté, il est là
il reste conseiller juridique du gouvernement. Comment expliquer ce paradoxe, cette situation qui peut paraître totalement absurde? C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui, normalement, devrait pouvoir compter sur le conseiller juridique du gouvernement et qui ne peut plus compter sur lui, puisque c'est de l'autre côté le procureur général qui l'accuse. Alors là, c'est toute la situation, je dirais, paradoxale dans laquelle Netanyahou s'est mis lui-même. C'est-à-dire que il faut bien comprendre. Mais le système également qui accorde à ce conseiller juridique du gouvernement ces deux chapeaux, ces deux titres, à la fois de procureur général et à la fois de conseiller juridique du gouvernement, c'est tout de même problématique dans une démocratie. Pourquoi ? Attendez, c'est pas parce que c'est pas contradictoire. Moi, ça ne me paraît pas contradictoire. La preuve, c'est que parce qu'il accuse Netanyahou depuis, il l'a accusé et il est en voie de l'inculper depuis plusieurs mois. Eh bien, apparemment, Avichai Mandelblit ne siège plus aux côtés du Premier ministre dans les réunions du gouvernement. Ça, c'est à la demande. Alors, j'imagine ça, je ne connais pas la procédure. S'il n'est pas présent dans les réunions du gouvernement, il l'était hier, en tout cas. De manière exceptionnelle, tout le monde l'a souligné que c'était tout à fait exceptionnel. Alors effectivement, il y a peut-être ici un problème, encore une fois, exceptionnel ou unique qui s'est passé dans les annales de la politique israélienne. Mais c'est quoi un conseiller juridique ? C'est quelqu'un qui dit, vous avez été élu, là encore le problème se pose parce que c'est un gouvernement de transition, mais en admettant que c'est un gouvernement normal, ordinaire, vous avez été élu, sachez que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez en tête. Un gouvernement a envie d'agir et le rôle est un rôle de comment dirais-je, de modération et c'est à ça, vous savez, on ne le raconte pas toujours, mais très souvent des ministres ou des premiers ministres ont eu des idées, ils l'ont soumis à leur conseil juridique de leur ministère, puisqu'il y en a dans chaque ministère, et on leur dit, attendez, là, oui, je comprends bien, etc., mais ça vous pouvez pas, ça vous pouvez, et le projet est retiré. Là, nous avons affaire et je crois qu'il y a un aspect de mise en scène là-dedans, c'est-à-dire à une sorte de tension cultivée de manière régulière, de telle sorte que, là, il est probable, concernant cette loi, que si elle est votée la semaine prochaine, il est probable que la Cour suprême n'intervienne pas. Si elle intervient en disant la loi est supprimée, Netanyahou pourra dire ensuite, si le résultat n'est pas favorable, voilà, c'est encore une fois la justice, c'est cette manière de jouer la guerre contre les institutions qui est effectivement, encore une fois, qui place la démocratie israélienne. Alors attention, qu'on comprenne bien, cette tension entre la justice et l'exécutif et même le législatif est structurelle. Ça fait partie, je dirais, de l'interdépendance des pouvoirs. Mais là, c'est poussé là où il y a en général une sorte de respect mutuel et réciproque. Là, il y a une tension permanente qui est certainement un des débats réels de la campagne électorale, même si elle n'a pas vraiment eu lieu. Mais c'est clair que ça fait partie de deux manières de concevoir la démocratie israélienne. Alors une dernière question, professeur Denis Charbit, qui se rapporte à ce scrutin, à ces élections. Et il faut bien avouer que on a le sentiment au sein de l'opinion publique israélienne qu'il n'y a pas véritablement d'engouement, on va dire démocratique, en perspective de ces élections. Et je voudrais vous demander, on parle beaucoup du taux de participation, du taux d'abstention, le taux d'abstention qui pourrait être particulièrement élevé cette fois-ci. Quel peut être l'impact d'un taux d'abstention élevé sur les différentes formations, par exemple sur le Likoud ou alors sur le bleu-blanc? Alors, une très forte abstention nuit en général aux grands partis. Parce que, en fait, il faut bien comprendre que les petits partis sont composés, bien sûr, de militants et de ce qu'on appelle de sympathisants actifs, c'est-à-dire qui, idéologiquement parlant, se mobilisent. Donc, ça ne touchera un taux élevé d'abstention n'affectera pas, par exemple, les orthodoxes, me semble-t-il, le parti Yamina ou le parti du camp démocratique. Vous avez des gens qui sont déterminés parce qu'idéologiquement, ils se sentent représentés par ce parti-là. En revanche, il affectera le parti bleu-blanc et peut-être aussi le parti Likoud, pas les formations orthodoxes, par exemple, qui, elles, gagneront à ce que le taux d'abstention soit élevé. Là, effectivement, il sera peut-être doublement élevé à cause des caméras, si elles sont placées dans toutes ces localités, notamment les localités arabes, et d'autre part, à cause, effectivement, du sorte de dégoût de la scène politique qu'éprouve
des gens qui soient de gauche, de droite, laïcs et religieux, par rapport à une classe politique qui est incapable voilà, d'avoir un débat correct. Vous avez assisté à la campagne électorale comme moi. Je dis, on ne parle de quoi? Que des scénarios d'après les élections. Je trouve ça complètement... Voilà, on ne parle pas des programmes, comme si même les médias estimaient que le public, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui se passe si après le 17 septembre, etc. Alors, je ne dis pas que dans un système proportionnel, effectivement, la question de la coalition est impérative et donc de ce fait, la question est légitime. Mais de voir une campagne électorale qui se focaliser autour de ça, c'est un problème. Voilà, alors qu'il y a vraiment des vraies alternatives, des enjeux énormes, c'est clair. Eh bien, docteur Denis Charbit, professeur Denis Charbit, merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur tous ces sujets à 9 jours des élections législatives en Israël. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Shalom. Merci Daniel. Voilà, il est bientôt 8h30. Dans quelques secondes, la revue de la presse et des médias israéliens relayée sur les ondes de Radio J et des radios juives parisiennes.